Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Bonjour à toi et ravie que tu as choisi de nous écouter aujourd'hui. Bonjour à toi Tiffaine. Bonjour Kelly, ravie d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Merci. Merci à toi. D'ailleurs, si tu pouvais un peu m'envoyer de soleil, s'il te plaît, de chaleur, parce qu'il neigeait il y a 5 minutes, alors que nous sommes le 2 mai, je n'en peux plus. Je vais pas te dire que j'ai sorti les sandales depuis quelques jours alors. Ok, j'ignore ce que tu viens de dire. Tiffaine, pourrais-tu nous donner ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement ? Alors oui, donc je m'appelle Tiffaine, j'ai 40 ans depuis peu et je vis à Porto, au Portugal, depuis septembre. Avant, j'étais près de Lisbonne. Super. Alors, je tiens à signaler que cet épisode aujourd'hui est dédicacé à une de mes auditrices que j'ai récemment eu l'opportunité de rencontrer à Montréal. Elle est arrivée il y a plusieurs mois maintenant et pendant notre échange, j'ai cru comprendre qu'elle avait ressenti un ressenti assez particulier, mais pas très positif malheureusement, car elle ne se sent pas toujours comprise par son entourage du choix que elle et son mari ont fait pour leur famille. Marion élève 2 enfants, elle n'a pas de visa pour pouvoir travailler au Canada, mais elle aime son quotidien et pouvoir s'occuper de ses enfants et de sa famille. De plus, ils envisagent une vie nomade et ils vont certainement explorer d'autres pays, d'autres mentalités, d'autres modes de vie. Elle me disait d'ailleurs qu'elle échange fréquemment avec une maman sur Instagram qui a également choisi ce mode de vie et que ça l'aide beaucoup dans son quotidien. Car oui, les réseaux sociaux peuvent aussi permettre de belles rencontres, n'est-ce pas ? Et aussitôt qu'elle a commencé à me parler de toi, je savais que c'était de toi qu'elle me parlait. Ça a pris quelques secondes. Elle me dit, mais tu la connais ? Je dis, oui, je la connais. Ça fait super longtemps qu'on se parle sur Instagram aussi, elle et moi. Et donc, je me suis dit que j'allais lui faire la petite surprise de te faire passer derrière le micro, mais aussi car je me suis dit que Marion ne doit pas être seule, elle ne doit pas être isolée, et qu'il doit y avoir d'autres mamans à travers le monde qui pourraient bénéficier de ton témoignage et qui, je l'espère, se sentiront peut-être un peu moins seules et surtout encouragées. Donc, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. De rien, j'espère que mon expérience va pouvoir aider aussi et voilà. C'est certain. Alors, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, je vais te faire ma petite série de questions, vrai ou faux, sur le... Du coup, j'ai choisi le Portugal puisque c'est là où tu te trouves en ce moment. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. Alors, d'après une étude de 2021 sur la paix dans le monde, le Portugal est classé comme le pays numéro 1 où le taux de criminalité est le plus bas. C'est vrai. Enfin, je me sens pas. Il n'y a pas de violence. J'en ai jamais vu en fait, ni même de regards ou de propos désagréables. C'est safe. On se sent bien. Voilà, c'est safe. Par contre, c'est faux parce que c'est pas le numéro 1. Mais c'est le numéro 4. C'est quand même un très beau classement parce que du coup, ils sont juste passés. Alors, en première position, t'as l'Islande, ensuite t'as la Nouvelle-Zélande et le Danemark pour ensuite trouver justement le Portugal. Et d'ailleurs, j'étais surprise, mais après le Portugal, en 5e position, c'est la Slovénie. Et pour information, devine la position de la France dans ce classement. C'est sur combien ? Oula, il y a 2 chiffres. Ça va très loin. Je pense pas qu'on soit très bien. Allez, 50. Et tu sais quoi, t'es pas loin. La France est classée 55e position. Ah, c'est pas bon ça. Ouais, non, c'est pas bon du tout. Donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes en France et que vous vous sentez en sécurité, croyez-moi qu'au Portugal, vous allez certainement vous sentir aussi en sécurité. Oui. Il y a super longtemps, j'avais été au Japon et pareil, c'était très safe. Et c'était carrément les Japonais qui venaient nous dire « Ah, faut pas, t'inquiète pas, il peut rien se passer dans mon pays, bienvenue. » Enfin, il y avait... C'est pour ça que c'est eux, quand ils viennent chez nous, ils sont choqués par ce qu'ils voient et par ce qui leur arrive, malheureusement. Deuxième question. La ville de Lisbonne est plus vieille que la ville de Rome. Ouh, c'est une bonne question, ça. Parce qu'il y a eu... je dirais faux. Ah c'est vrai. Ah, zut.
c'est vrai, apparemment, ça a habité depuis 3000 ans. Donc, c'est pas de très loin hein, la différence entre les deux villes. Mais c'est vrai que Rome, on pense toujours que c'est une des villes les plus vieilles au monde, mais apparemment, Lisbonne passe devant. Donc, j'ai été surprise de pouvoir lire ça sur les Mais réseaux. alors, tu vois peut-être moins de vestiges. Parce qu'en fait, je reviens de Rome il y a 2 semaines. Ce que j'ai lu, j'allais pas en parler, mais puisque tu l'abordes, je vais quand même en parler parce que je trouvais que c'était intéressant, mais en même temps, j'avais peur d'effrayer un peu les gens en parlant. C'est qu'en fait, Lisbonne, il y a eu un énorme tremblement de terre de magnitude 8 qui a détruit la ville parce que 40 minutes après, il y a même eu un gros tsunami. Et donc, du coup, la ville a été complètement ravagée, mais c'était même déjà habité, même bien avant ça. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que, comme la ville a été complètement reconstruite, et d'ailleurs, quand ils ont reconstruit, je lisais même un fait intéressant, c'est que ils avaient utilisé des gens de l'armée et ils les faisaient marcher autour de maisons miniatures pour simuler justement, tu vois, quand ils étaient en train d'essayer de reconstruire la ville, leur façon de faire la façon ingénieur, tu vois, ils avaient des petites maisons miniatures et ils faisaient marcher des militaires autour pour simuler un tremblement de terre. Ah ok, d'accord. Parce qu'en fait, il y a que le quartier de l'Alfama qui n'a pas été touché par le tremblement de terre de, je crois, que c'est 1750 ou quelque chose comme ça. Et du coup, quand tu vas dans l'Alfama, c'est pas du tout le même plan. C'est avec c'est des petites rues, t'as l'impression que tu vas te perdre, alors que le reste du Portugal, c'est très droit, un peu un plan à l'américaine presque. Où il y a, comme ça a été reconstruit, t'as une autre urbanisation. Donc tu vois bien la différence entre les deux quartiers. Et troisième et dernière question, c'est au Portugal que l'on trouve la librairie la plus vieille au monde. Ah oui, à Coimbra peut-être. Non, Coimbra, c'est une des plus anciennes universités d'Europe. Mais du coup, à Lisbonne, elle existe depuis 1732. Et j'avais envie de l'aborder parce que moi, je suis déjà allée 2 fois à Lisbonne et je ne le savais pas qu'il y avait cette librairie la plus vieille au monde. Et pourtant, si je l'avais su, je pense que j'aurais été la visiter. Je sais pas si toi, tu l'as vue du coup. Non, moi j'ai vu une belle librairie, mais à Porto, mais pas à Lisbonne. Eh bien, écoute, Tiffaine, maintenant, on en a fini avec cette série de questions vraies ou faux. J'étais pas très bonne, hein. J'ai pas bien révisé. Le but, c'est pas de faire un sans faute, c'est juste d'avoir un échange sur des points qu'on n'aurait peut-être pas forcément abordés sur le pays. Donc voilà. Maintenant, on va parler de toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière? Comme tu le sais, je sais que tu es une fidèle auditrice depuis très longtemps. Tu sais à quoi je m'attends. Donc, si on peut repartir un peu en arrière de où est-ce que tu as peut-être grandi en France, quel était un peu ton parcours scolaire et qu'est-ce qui t'a poussé à partir la première fois? Oui, je remonte à loin. Ouais, ouais, très loin. Donc, moi je suis moitié parisienne, moitié bretonne. Je tiens à mes origines bretonnes et mes scolarités dans la région parisienne. J'ai fait un master en histoire de l'art. J'ai eu plusieurs types de travaux. J'ai été aussi créatrice de bijoux fantaisie en France. Avant ça, je suis partie 1 an en Angleterre quand j'avais 18 ans en tant que jeune fille au pair. Et je pense que ça a été le début de cette envie de découvrir plus. Et on est parti avec mon compagnon, qui n'était pas encore mon mari, en décembre 2015 en Californie pour son travail. Et on a été 4 ans et demi en Californie, expatriés. Enfin, expatriés, mais sans les aides de l'expatriation. On est Pas en contrat d'expat, quoi. pas en contrat d'expat du tout, du tout. Et pendant 4 ans et demi près de San Francisco, dans la Bay Area. Et ensuite, on a fait 6 mois environ au Texas, vers Austin. Et après, on a décidé d'être digital nomade, parce que pourquoi pas, en pleine pandémie, pendant 15 mois. Donc, on était entre les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale. Et on est revenu il y a 2 ans en Europe, au Portugal. Alors, avant même que tu partes pour les États-Unis, est-ce que tu y avais déjà mis un pied là-haut ou c'était la première fois que tu partais Non, non, j'avais fait New York une fois avec mon frère et on avait fait avec mon compagnon un road trip dans les national parks en 2013, mais il n'y avait rien de prévu à l'époque de partir vivre là-bas. C'était juste des vacances super belles. Mais c'est déjà bien, au moins tu vois, tu sais à quoi t'attendre. Oui, j'avais fait la grande ville quelques jours et les national parks pendant 2 semaines et demie. Et ton niveau d'anglais avant de partir, il était comment? Plutôt bien, plutôt bof? Bah, je pensais que ça allait, comme j'avais fait 1 an aussi jeune fille au pair, mais j'étais en Angleterre, donc c'était un autre accent. Et c'est plutôt le débit, les accents qui étaient différents. Donc j'ai repris des cours. Ce qui était bien dans la Bay Area, c'est que comme c'était vraiment plein d'ethnies de
tous les horizons. Il y avait plein de possibilités pour prendre des cours, payants ou gratuits suivant le niveau. Et donc, j'ai repris l'anglais pour me sentir plus à l'aise, mais j'avais des bases, des bonnes bases quand même. Et au moment où vous avez décidé de quitter la France, est-ce que tu te souviens pourquoi toi et ton compagnon, vous aviez décidé à ce moment-là de partir aux États-Unis et d'accepter cette opportunité professionnelle? C'était lui, comme c'était son entreprise, ce qu'il faisait à l'époque, c'était bien pour lui en fait d'être dans ce milieu, dans la tech. Donc c'est pour ça qu'on est parti et on s'est dit pourquoi pas. C'était une opportunité pour lui. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 32. 32 ans. Ouais, Ça ouais. faisait longtemps que vous étiez ensemble? Et oui, déjà 7 ans. Ouais. On te faisait pas chier en France avec vous attendez quoi pour faire une famille? La question qui Ah si, oh là toutes là, les bouches. si. Si, parce qu'en plus, je commençais à avoir des amis, des copines qui devenaient mamans. Et nous, du coup, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, on n'était pas mariés. Ah oui, j'ai pas voulu me marier en catastrophe pour le visa. Parce que justement, quand on est arrivé aux États-Unis, je pouvais pas travailler parce que j'étais pas mariée avec lui. On s'est mariés après, plus tard, aux États-Unis. Mais j'ai pas voulu faire un mariage à la va-vite juste pour le visa, en fait. En me disant, bon, voilà, on verra comment ça se passe. Et puis, du coup, ça s'est bien passé. On a fait un mariage en Californie. Du coup, c'était une expérience. Mais oui, on avait déjà des questions. Passé 30 ans, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Pourquoi il n'y a pas un enfant? Comment on gère ce genre de discours? C'est compliqué parce que, en fait, les gens, ils savent pas. On pourrait très bien essayer d'avoir un enfant depuis 5 ans et ne pas y arriver. Et je trouve que si on n'aborde pas nous-mêmes la question, je trouve ça c'est très intime. C'est très intime comme question. C'est comme quand on vient d'en avoir un, parce que j'ai une enfant, j'ai une fille, nous avons une fille. Et tout de suite après, c'est quand le deuxième. Et tout ça, en fait, c'est compliqué à encaisser et oui, c'est indiscret. Et puis, c'est un peu une façon faut rentrer dans le moule. À partir de tant d'années dans une relation qui se passe bien, il faut passer à la case enfant. Et puis, une fois qu'on en a un, non, il faut passer à la case deuxième enfant. Et voilà. Eh ben non, les gens, en 2023, il existe d'autres parcours de vie, il existe d'autres possibilités, d'autres opportunités aussi. Et c'est ça que je me disais. Tu sais, on veut que nous, aujourd'hui, parce j'ai envie de dire, on a le même âge, hein, on a quelques années d'écart, on a envie qu'on vive la même vie que nos grands-parents, tu vois. Et moi, moi, j'ai pas envie de vivre la vie de ma mamie, en fait. Tout le respect pour elle, mais j'ai pas envie de vivre la vie qu'elle a vécue. Donc non, les gens. Je trouve que c'est très impersonnel aussi. Enfin, j'ai quelques amis qui essayent depuis des années, qui ont des petits soucis, qui ont du mal. Et ils m'ont partagé aussi ce ressenti, parce que du coup, moi, je pose pas la question, forcément, je la pose à personne. Quand est-ce que tu fais des enfants? Parce que je sais que c'est vraiment très indiscret et intime et que ça se pose pas comme question. Donc du coup, je pense que les personnes sont ouvertes à m'en parler à moi. Je pense pas à la question et je serai pas dans le jugement. Et puis parce que moi, depuis plusieurs années, maintenant, je dis ouvertement que je ne veux pas d'enfant. Et ils me disent, franchement, on se sent horrible à chaque fois ça nous met vraiment dans une position inconfortable. Donc voilà, je te posais la question parce que s'il y en a qui nous écoutent, s'il vous plaît, arrêtons de poser cette question aux femmes. Arrêtons de lui montrer, regarde pourquoi t'es pas dans le moule, parce que peut-être qu'elle essaye d'être dans ce moule et qu'elle n'y arrive pas. Donc c'est déjà assez compliqué pour un couple à gérer. Donc pas la peine d'enfoncer le couteau dans la plaie à chaque conversation, à chaque repas de famille ou repas de Noël, etc. Mais même dans l'autre sens, une femme qui ne veut pas d'enfant, elle doit se justifier aussi. Donc c'est la justification en permanence. Mais c'est pour ça que je te demandais comment tu gérais, parce que moi, en fait, maintenant, je m'énerve, en fait. J'ai du mal à garder mon calme, parce que je me dis, pourtant, je suis quand même dans la communication, etc. Mais il y a un moment donné, arrêtez de me demander de me justifier, en fait. Oh, maintenant, je laisse passer, en fait. Pour le deuxième, j'attends que ça se passe. Il y en a eu une déjà, c'est bien. Non, mais je réponds pas vraiment, en fait. Ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et donc, là, quand vous êtes partis aux États-Unis, donc tu as mentionné le fait que vous n'étiez pas mariés, donc tu ne pouvais pas travailler sur place. Est-ce que tu quittais un emploi quand tu quittais la France? Alors, j'étais auto-entrepreneur avec mes bijoux fantaisie, mais comme je gagnais pas suffisamment ma vie, j'étais en mi-temps, en CDI, mi-temps dans une boutique de créateurs indépendante sur Paris, voilà, où j'avais un mi-temps, donc j'ai dû donner ma démission 2-3 mois avant. Et en revanche, ce qui a été dur, c'était de dire au revoir à toutes. En fait, j'exposais mes bijoux dans des boutiques. J'ai dû dire au revoir à toutes les personnes chez qui j'exposais. Et j'ai dû fermer mon site internet aussi. Parce que comme j'étais auto-entrepreneur en France, je ne pouvais pas continuer mon activité aux États-Unis. Ah, tu n'avais pas le droit de faire ça? Non.
Et puis, de toute façon, même si je pouvais si ça avait été possible, envoyer à mes clients des bijoux depuis les États-Unis, ça devenait hors de prix. Donc, voilà. Donc oui, ça a été dur. Donc ça a été dur pour toi? Tu voyais pas ça comme peut-être un nouvel élan, une nouvelle opportunité? Pas au départ. Non. Parce que j'avais construit quelque chose depuis 5-6 ans avec mes bijoux et c'était mon bébé, on va dire, et pas forcément évident de devoir tout plaquer par amour et pour partir dans un autre pays sans amis. Voilà. Et comment tu les as vécus, du coup, tes premiers mois en Californie? Les 3 premiers mois, c'était pas l'extase. Et puis après, je me suis donné un coup de pied aux fesses. Et puis je me suis dit, bon, allez, on profite de l'expérience, on profite des possibilités. Et de rencontrer du monde aussi, ça m'a fait du bien. De commencer à ouvrir mon cercle. J'ai pas eu ce qu'ils appellent le honeymoon du début d'expatriation où la personne voit tout en rose, tout est merveilleux. Moi, j'ai eu l'opposé. Ça arrive, il ne faut pas se stresser, et il faut s'écouter, il faut en parler aussi à sa compagne ou son compagnon, ou sa famille. Ça arrive. Est-ce que ça peut créer des tensions dans le couple? Est-ce que toi, tu as senti qu'il y avait peut-être quelques tensions parce que tu avais peut-être ce sentiment de moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses par rapport à toi, ou pas vraiment? À cette époque, mon compagnon, il savait plus trop quoi faire parce qu'il bossait beaucoup. Logique pour sa boîte, il fallait qu'il crée une nouvelle équipe aussi. Et donc, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi j'étais un peu déprimée et que j'arrivais pas à rebondir. Mais on en parlait. Et puis oui, il a fallu que j'ai une conversation avec une amie proche en France pour me dire, bon, il va falloir que j'arrête de me plaindre et profiter en fait du côté positif. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette amie qui t'a justement reboosté? Je crois que c'était un petit peu, mais sans le jugement, mais c'est génial ce qui peut t'arriver et c'est pas grave si tu rentres aussi. Parce que je crois que j'avais peut-être aussi un peu le côté, bon, maintenant que je suis là, il faut que je sois forcément heureuse, alors que c'est pas le cas tout de suite, dans l'immédiat. Et c'était un peu aussi, bon, c'est un passage, là, pour l'instant, d'accord, tu connais personne, tu peux pas travailler, mais ça va changer. Donc, c'était le conseil aussi d'être patiente et que ça allait aller mieux, et aussi de profiter de cette expérience, de voir le positif. Parce que tu vois, on parlait un peu plus tôt de ce moule où on essaye de nous faire rentrer en nous disant que quand on est une femme, on doit être en couple, on doit avoir des enfants. Mais je pense qu'on a aussi ce moule où on nous dit qu'il faut tout le temps travailler, en fait. Il faut toujours avoir un travail, il faut toujours... Alors que là, tu as cette opportunité d'avoir un break, en fait. Tu as ton mari qui arrive à supporter financièrement, il arrive à supporter, j'imagine. Et puis peut-être que tu avais aussi de l'argent de côté, hein. Je dis pas que c'est lui qui avait... Oui, mais du coup, il y avait... de toute façon, avec le visa, avec les États-Unis, il fallait prouver aussi qu'on avait suffisamment d'argent pour venir. Et oui, en fait, c'était un break, mais tout d'un coup, il y a quand même tu n'arrêtes jamais parce que moi, j'avais un mi-temps et j'avais mon entreprise, à plus rien sans connaître personne. Du coup, ça fait comme un contrepoids. Enfin, c'est totalement l'opposé et c'est difficile, en fait, de retrouver, en fait, des habitudes, surtout dans un nouveau pays avec des nouveaux codes. Donc, c'était un peu tout ça en même temps. Mais en fait, ouais, en profiter et faire un break, c'est pas forcément ça qu'on met en avant quand on a 30 ans et d'en profiter en fait. Et de profiter de la situation pour apprendre des choses qu'on n'a pas le temps d'apprendre quand on bosse tout le temps. Donc justement, ça, je pense que ça va se rapprocher à ce que j'allais te poser comme question. C'est maintenant que tu as du recul par rapport à ça, ça fait 8 ans que tu as passé cette expérience de vie. Avec du recul, qu'est-ce que tu aurais peut-être fait différemment, que ce soit même en préparant ton départ ou une fois sur place? Est-ce que si une femme d'aujourd'hui de 32 ans nous écoute et va vivre ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors déjà, moi, j'avais rien regardé sur les réseaux sociaux ou les pages Facebook et tout ça. Avant de partir, je m'étais pas du tout renseignée. J'étais un peu dans... Donc, je pense que je regarderais davantage. Le truc, c'est que peut-être que je me dirais plus, bon, t'as décidé de partir, donc maintenant, profites-en et essaye pas de remuer le couteau dans la plaie. Ah, j'ai fermé mon business. Ah, qu'est-ce que je vais faire? De vraiment profiter dès le départ. Et peut-être, voilà, de voir en amont les groupes ou les meet-up. Je sais que moi, meet-up aux États-Unis, ça marchait bien. Et il y avait plein d'événements suivant ce que t'aimes, tes hobbies, tes loisirs. Et je pense que j'aurais regardé ça en amont pour me sentir moins seule au départ. Peut-être se focus un petit peu plus sur les opportunités plutôt que sur tout ce que tu as abandonné ou ce que tu as mis de côté. Regarder plus vers
le beau, l'avenir que de bah oui, bon, maintenant c'est fait, mais bon, c'est peut-être voilà, c'est un trait de caractère et c'était voilà, une étape à passer. Mais pour éviter cette étape, ça peut être pas mal de se projeter et de voir autour. Et donc là, je sais que donc ces plusieurs mois ont passé. Ensuite, vous êtes mariés, tu as eu un visa. Est-ce que tu peux nous raconter? Un an après, environ, on s'est mariés, donc on a fait un changement de visa. Et grâce à ça, on a pu demander une green card. Et à partir de là, quand on a reçu une première validation, j'ai pu avoir un visa où je pouvais travailler et je pouvais aussi, du coup, me déplacer sans problème et voyager avec ça. Grâce à ça, bah, j'ai pu commencer à travailler dans une boutique de créateurs. Du coup, ça m'a bien aidé pour m'améliorer encore plus en anglais. Et ensuite, grâce à une connaissance, j'ai pu carrément changer de voie et j'ai fait de l'analyse de données entre l'anglais et le français pour des grandes entreprises qui sont dans la Bay Area, qui sont très connues. Est-ce que c'est parce que tu avais plus cette même passion par rapport aux bijoux ou est-ce que c'est parce que tu avais une opportunité qui t'était présentée et que tu avais envie de tester une nouveauté? Ouais, j'avais envie de tester une nouveauté et en fait, je remarquais que je retournais un peu dans la même façon de faire, mes bijoux, mais qui me rapportent pas assez. Et du coup, de faire un mi-temps à côté et avec des horaires où je travaillais le week-end. Et ça faisait longtemps que je faisais ça. Et je me suis dit, bon, bah, je reprends les mêmes. Je suis sur les mêmes rails, j'ai envie de changer et j'ai une chouette opportunité et je l'ai saisie. Et c'est ça aussi la beauté des États-Unis, c'est bon, bah, t'as pas forcément les diplômes comme en France, mais ils te donnent ta chance. Bon, si tu n'y arrives pas, ils te virent très facilement aussi. Mais si tu fais tes preuves, tu peux aussi voilà, changer de carrière. Et ça, c'était vraiment le côté positif aussi de l'expérience. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à travailler en tant que traductrice et ensuite j'ai eu ma fille. J'ai continué à travailler. J'ai repris le travail quand elle avait 3 mois et demi environ. Bah voilà, on était dans une routine à plein temps. Elle à la crèche, mon mari qui travaillait aussi. Et il y a eu la pandémie. Donc là, ça a été... je travaillais toujours avec une petite fille de 9 mois à nous occuper à la maison. Et au bout de quelques mois, 3-4 mois, on a décidé de partir de Californie pour aller normalement à Austin, au Texas. Et puis, en cours de route, on a changé de projet. On a décidé de voyager davantage avec notre fille tout en travaillant. Parce qu'avant le Covid, est-ce que toi, ton travail, c'était déjà à domicile ou est-ce que c'était principalement dans des bureaux? Non, c'était obligatoirement dans des bureaux. Et donc, ça a changé du tout au tout de faire le télétravail. Mais avec une petite fille en plus, quoi. C'était pas forcément évident. Donc, j'aimais beaucoup quand elle faisait la sieste. J'étais très productive pendant la sieste. Et ton mari, lui, du coup, aussi, s'est retrouvé à passer des temps pleins au bureau, complètement à la maison? Il pouvait déjà travailler de la maison, ça dépendait. Donc ça, il connaissait. Mais il connaissait pas le côté... on est tous les trois ensemble. Et puis, bah, suivant les réunions, moi, j'avais des réunions aussi. Donc, hop, je te repasse l'enfant. Ça, c'était compliqué. Ça a duré 12 mois comme ça. Donc, c'était intense. Ouais, ça doit demander une très bonne coordination. Flexibilité. Ouais, des fois, je me dis, ah oui, quand même, elle était sympa. Parce qu'elle elle était mignonne et elle arrivait quand même un peu à jouer toute seule, même si elle était petite. Mais des grands moments de solitude parfois quand même. Où elle te regarde près de la chaise et puis toi, bah non, tu dois bosser. Donc ouais, c'est pas forcément évident à gérer. T'inquiète pas, Tiffany, elle s'en souviendra pas de ces moments-là. Non, je pense que c'est bon. Elle a déjà oublié qu'elle avait une mère qui travaillait. Non, je crois qu'elle se rappelle même pas qu'elle avait une mère qui travaillait. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Californie pour aller au Texas? On avait des amis qui vivaient, français qu'on avait rencontrés en Californie, qui vivaient à Austin et qui s'y plaisaient bien. Le confort de vie, les prix, c'était n'importe quoi près de San Francisco pour les locations et ça continuait à augmenter. Donc à la base, on devait trouver une location d'une maison avec un jardin, sachant qu'on était en appartement en Californie, et pour se rapprocher de ce couple d'amis également. Mais Austin, c'était super chouette, mais voilà, on a décidé de faire autrement. Donc c'était plus pour ça. Là, Austin, c'était vraiment pour plus un confort immobilier. Et puis il y avait aussi le côté, ils étaient plus ouverts au niveau pour se rencontrer, se voir pendant la pandémie, qu'en Californie, on était quand même... on était bien bloqués. Pour ceux qui connaissent les États-Unis, ils savent pourquoi. La différence entre les deux États.
Voilà, c'est l'opposé. Et puis après, voilà, il y a un côté très ouvert, Austin. Enfin, la ville, elle s'appelle Keep Austin Weird. Et c'est vrai qu'ils sont. Enfin, voilà, c'est la ville démocrate du Texas. Et il y avait un côté très. Ouais, ils avaient leur monde à eux, mais très sympa, très ouvert. Mais voilà, on a bien aimé, puis, mais on est parti. Moi, j'ai pas pourquoi j'ai pas accroché avec Austin, mais je pense que c'est parce que j'ai eu une très mauvaise expérience dans mon auberge de jeunesse que j'ai détestée. Et je pense que du coup, bah, une mauvaise auberge, un mauvais lit, et ben du coup, je retiens que c'est une mauvaise ville, alors que pas du tout, c'est très chouette. Mais ouais, j'ai pas trop accroché. Comment on prend cette décision justement parce que vous avez tout bougé et vous restez que 6 mois et finalement on décide de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est parce qu'en fait, on a décidé au départ de passer 2 mois près de la mer au Texas, comme il fait très très chaud l'été à Austin et qu'il n'y a pas la mer. Donc on avait loué un Airbnb pour 2 mois où on bossait tous les deux avec notre fille. Et voilà, c'était cool. La location était bien. C'était juste que c'était au fin fond d'un petit village de pêcheurs, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Et on s'est dit, mais on a quand même fait aussi, on s'est dit, mais pourquoi on tenterait pas l'expérience de bouger plus et voilà, et d'en profiter en fait. Et du coup, bah, toutes nos affaires qu'on avait déménagées de Californie, bah, se sont retrouvées dans un garde-meuble. Voilà. Donc organisation zéro. Hein. Là, on était vraiment très mauvais, mais c'est pas grave. Et on a vendu nos affaires petit à petit depuis le garde-meuble en fait, pour se délaisser. Tu sais, quand c'est la première fois que tu fais ce genre d'expérience et que tu prends ce genre de décision, tu fais des erreurs. C'est normal. Donc... C'est normal. Mais on aurait pu ne pas déménager ce canapé, ce lit. Enfin voilà. Mais c'est pas grave. On a appris et on avait envie de liberté, je crois. Il y avait ça aussi avec le Covid, ce côté plus de liberté de mouvement. Je crois ça nous a donné envie d'avoir encore plus de liberté. Tu sais quoi, c'est drôle. Alors là, je vais rebondir sur 2 choses. D'abord, je vais juste raconter un petit peu ma vie. C'est que là, ça va être mon anniversaire le week-end prochain. Et hier, je me disais, tiens, j'ai des amis qui vont à Las Vegas. Est-ce que je me prends un billet d'avion et je vais les rejoindre pendant 4 jours, fêter mon anniversaire avec eux à Vegas. Tu vois, c'est des amis de France en plus. Et je me dis, je voulais plus un anniversaire en forêt, en nature, pas trop de monde. Tu vois, l'opposé, quoi. Vegas t'es servi. Et là, tout d'un coup, je regarde mon ami avec qui, justement, j'essayais de faire un peu un brainstorming. Et je lui dis, punaise, je lui dis, mais je suis quand même grave parce que pendant 3 années, les 3 dernières années, j'ai été bloquée. Chaque anniversaire, ces 3 dernières années, je ne pouvais pas choisir où aller. J'étais bloquée dans une ville. L'année dernière, j'étais bloquée à Montréal. Bon, ça va, il y a pire comme ville, mais j'étais bloquée par rapport à mon histoire de passeport canadien. Et les 2 fois d'avant, c'était dû au confinement. Et là, je me dis, là, j'ai l'opportunité de pouvoir faire ce que je veux. Et je suis là à me dire, bah non, je vais aller toute seule en forêt. Je lui dis, mais je suis grave. Allez, c'est bon, j'achète mon billet d'avion. Bah voilà. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier, les gens. On est libre aujourd'hui. Profitons-en. Oui, on est On sait libre. jamais ce que peut nous attendre On est demain. libre de nos mouvements. Mais pour revenir à ce que tu nous disais, si aujourd'hui une famille nous écoute et est en train d'envisager cette vie de nomade, aussi de pouvoir peut-être tester ce que vous avez testé, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Qu'est-ce que toi, tu as appris et que tu ferais différemment par rapport aux meubles, par exemple? Décider en amont que vous allez faire ça et pas déménager tous ces meubles. Ce serait ça, ouais. Ce serait de réfléchir un petit peu avant, mais en même temps, je suis contente qu'on se soit pas bloqué justement avec ça, de se dire ah on a tous nos meubles qui nous attendent, bah non on le fait pas et puis on le fera ça plus tard, d'y aller et puis bah de toute façon c'est pas grave si ça plaît pas, si au bout d'un moment cette vie-là de nomade ne convient pas, bah, on se pose et c'est pas un souci. Et moi en fait j'ai eu une envie de me poser au bout de 15 mois parce que ça devenait trop dur de tout le temps bouger, de pas avoir d'amis, de pas avoir ses affaires un peu quand même. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as commencé à bouger, tu as quand même des envies de rebouger rapidement. Moi, je crois que le semi-nomade, ça m'irait bien. D'avoir un pied-à-terre, quand même avec des affaires, et puis de pouvoir partir facilement. Toi et moi, on en avait justement parlé parce que moi aussi, je ressens de plus en plus ce tiraillement où, oui, j'ai envie de bouger, mais il n'y a pas un endroit où j'ai envie de me poser. Donc, pour l'instant, je suis un peu... Mais effectivement, le jour où je trouve un endroit où je me sens bien, je pense que j'aurai mon petit chez moi ou mon petit truc, mais où je ne resterai pas souvent, tu vois. Ce sera juste... C'est ça, exactement. Ouais. Moi, j'ai des envies j'ai des envies d'ailleurs tout le temps. Donc, mais je suis contente aussi d'avoir un endroit pour me poser avec ma fille, pour créer même. Et donc voilà, c'est ambivalent parce qu'il y a des moments où tu as juste envie de
de prendre la voiture ou le train et de partir, et puis d'autres moments où tu es content quand même de pouvoir avoir quelques affaires à toi et une certaine routine en fait. Carrément. D'ailleurs, je pense que tu connais Charlotte qui se trouve en ce moment en Floride. Oui, oui. Bon, on s'est déjà même rencontrés en vrai à Austin. Donc, génial. Ouais, en fait, on a nos 2 filles, elles étaient copines du coup. Elles se sont rencontrées l'année dernière. C'était trop mignon. Donc, je les suis à fond. Et c'était trop chouette de les voir. On s'était fait des soirées. Puis, on s'est vu Charlotte et Mia avec ma fille, toutes les quatre, oui. On avait fait Easter Bunny même ensemble. Voilà, à Austin. Non, c'était trop bien. Je mettrai justement le lien de sa chaîne YouTube parce que justement, c'est marrant. Ils ont acheté une maison en Floride récemment. Ils sont nomades depuis pas mal de temps aussi. Et là, pouf, ils vont repartir. Alors, dans une semaine, elle va annoncer. Et puis, on sait même pas où, là. Oui, voilà, c'est ça. Je suis aussi. Il faut durer je me dis, bon, est-ce que ça peut être ça? Oui. Donc, si vous nous écoutez, Charlotte et Jérémy, on va continuer à suivre vos aventures. Hein. Ouais. Moi, elle me disait qu'ils écoutaient toujours le podcast quand ils étaient sur les routes parce que du coup, ils ont traversé tous les États-Unis à la recherche de la ville idéale. Donc, leur chaîne est vraiment super intéressante. Je vous invite à aller voir ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de quitter les États-Unis pour l'Europe? Parce que là, c'est quand même un gros changement. À quel moment, toi, déjà, tu as arrêté aussi de travailler, il me semble? Moi, j'ai arrêté de travailler en février 2021 parce que mon contrat s'arrêtait. C'était une fin de contrat au bout de 15 mois et je pouvais pas être reprise. Et il y a eu un décès dans la famille. Et le problème aussi, c'est qu'à ce moment-là, la France n'acceptait plus que ses citoyens français puissent rentrer en France. En fait, il y avait, à cause du Covid encore, il y avait vraiment un moment donné où, à part pour des raisons vraiment d'urgence, tu pouvais plus rentrer chez toi. Et ça devenait rude parce que notre fille, elle allait avoir 2 ans. Ça faisait 2 ans j'avais vu un peu ma famille dans les 3-6 premiers mois que ma fille était née, puis après plus rien en fait. Et ça devenait quand même assez long. Et donc il y a eu ce décès et on est rentré en fait. On est rentré pour ça. Et moi j'avais envie aussi que notre fille puisse voir plus facilement sa famille et j'avais des envies d'Europe en fait. Pas forcément la France, mais j'avais envie d'être plus proche géographiquement pour que ce soit plus facile de se voir. Et là, vous aviez directement choisi le Portugal ou comment vous avez pris cette décision? Déjà, on voulait un pays où il y ait un petit peu de soleil, parce que 4 ans et demi en Californie, c'est foutu. Hein. Après, le froid, c'est un petit peu difficile, en tout cas pour moi. Et on voulait pas forcément rentrer en France tout de suite. Donc, on est allé aussi un peu en Espagne et on s'est dit pourquoi pas le Portugal. Aussi, également, comment toi, tu as vécu ce moment où ton contrat s'est arrêté donc, parce que là, du coup, tu allais revivre la même expérience où tu travailles et tu gères ta fille. Et maintenant, tu gères ta fille. Je gère ma fille toute seule. Ouais, ce qui est un travail à temps plein, moi, je trouve. Mais... Oui. Ça occupe bien. Au départ, comme on continuait encore un peu à faire le nomade, mais du nomadisme, mais en Europe, c'était toujours un petit peu... on savait pas encore où on allait se poser. C'était encore beau. Enfin, on explorait ensemble avec ma fille. Il a fallu, tout d'un coup, se mettre à faire plus d'activités avec elle, trouver des endroits à visiter. Mais en fait, je me suis jamais arrêtée, on va dire, de visiter ou d'aller au musée ou de faire des choses différemment que quand j'étais pas maman. En fait, elle me suit. Et du coup, on marche, elle marche, on va randonner. Au début, elle randonnait pas, elle marchait pas suffisamment, mais maintenant, elle randonne. Et du coup, on a fait des visites et on crée ensemble. Donc, il y a un côté... je m'arrête pas de vivre, j'arrête pas de ne pas voir ce que j'aime. Juste, elle m'accompagne. Et voilà. Est-ce que tu as un sentiment, est-ce que ça te manque un petit peu quand même de travailler? Oui, en fait, d'avoir des collègues aussi, de pouvoir parler de ce que tu es en train de faire, de ton projet. Là, quand je faisais de la traduction, de parler de points précis ou de faire travailler ta matière grise pour que la phrase soit correcte ou des choses comme ça. Oui, ça peut me manquer, ça c'est sûr. Mais il y a un côté aussi... assez grisant j'ai la chance en ce moment de pouvoir ne pas travailler, d'en profiter et en fait de me dire que de pas avoir d'horaire, de pas être stressée par les horaires, de pas être stressée par un projet à rendre et en fait de profiter de ma fille quoi et de lui apprendre plein de choses, de découvrir avec elle des cultures, des langues aussi. C'est une chance pour elle, c'est une chance pour nous en fait.
Et tu vois, on est allé à Rome 2 semaines. Moi, je m'étais mise à apprendre l'italien parce que ça m'amusait. Et du coup, elle disait des mots en italien quand on était à Rome, quoi. Et je me dis, bon, c'est chouette, ça. Elle s'en rappellera peut-être ou pas, je sais pas. Mais c'est du positif. C'est carrément du positif qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant. Justement, moi, mon épisode qui est sorti aujourd'hui, tu l'as peut-être pas encore écouté parce qu'il est sorti ce matin, mais j'ai fait un épisode avec ma cousine qui, justement, dans cet épisode, quand je lui ai posé la question quel est le regret que peut-être tu as, donc elle, ça fait 20 ans qu'elle est expat, mais elle a principalement vécu au Pays de Galles, quelques années en France et maintenant elle est à Dubaï. Et elle disait justement que à refaire, elle serait partie beaucoup plus tôt du Pays de Galles et elle aurait fait profiter ses enfants plusieurs pays en fait. Donc ce que tu es en train de faire. C'est des éponges à l'âge-là, ça leur permet de faire des rencontres, des amis qu'ils vont avoir sur le long terme. Ça leur permet de, comme tu l'as dit, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles mentalités. Donc même s'ils sont tout petits, et peut-être qu'ils ne se souviendront pas de tout, mais ça n'empêche que c'est incroyable comme expérience. Elle prend le rythme en fait rapidement. Bon on va là, ok, et puis elle est contente. Sa mère est contente du coup elle est contente aussi. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Et puis elle va te mixer les langues. Elle te mixe parfois les langues, elle te fait un petit mix et puis c'est bon quoi. Elle a pas peur de parler, ça la dérange pas et puis elle est curieuse en fait. Et puis je pense que le fait que tu puisses concentrer sur ton énergie sur des choses que tu aimes faire, mais aussi sur elle, enfin, ça doit être moins stressant. Enfin, moi, je me verrais pas travailler et élever un enfant parce que je me dis, mais je serais tellement stressée. Déjà, un travail, en général, ça te demande beaucoup d'énergie. J'aurais pas beaucoup d'énergie à donner à un enfant ou à 2 enfants, par exemple. Ou même la patience. Je le ressens comme ça. Je pense que je serais moins patiente si je devais travailler. Enfin, je mesure ma chance de ne pas avoir à travailler, même si parfois il y a des gens qui vont pas forcément comprendre ou qui vont se dire que je m'ennuie. J'ai pas le temps de m'ennuyer en fait, parce qu'elle va très peu à l'école. Comme l'école n'est pas obligatoire au Portugal, c'est à partir de 6 ans. Elle a bientôt 4 ans. Du coup, elle va dans une école, mais à mi-temps. Donc je l'ai beaucoup et j'ai pas le temps de m'ennuyer du tout. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui comprennent pas, désolée. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et vous inquiétez pas, chacun sait occuper ses journées comme il le veut. Si tu es une maman qui nous écoute et qui justement veut faire le choix que Tiffaine a fait, déjà bravo, moi je trouve que ce que vous faites c'est remarquable de prendre le temps d'éduquer son enfant. Enfin j'ai une amie en France qui fait ça, ça fait quelques années. C'est rare de voir des femmes qui ont fait le choix de quitter leur travail et pourtant oui elle est ingénieure et alors c'est pas grave, elle pourra redevenir ingénieure quand ses enfants seront tous les deux à l'école, mais de prendre ce temps justement pour les éduquer, moi je trouve ça vraiment incroyable, donc bravo à vous toutes. Et si en plus tu as cette opportunité de pouvoir aller dans d'autres pays, parce que j'imagine du coup, est-ce que ton mari travaille toujours pour les États-Unis ou est-ce qu'il a changé de travail entre-temps? Non, il a changé de travail et du coup, en fait, il peut bosser de n'importe où dans le monde. Donc, du moment qu'il a une connexion Internet et qu'il a un ordinateur et qu'on le laisse tranquille travailler, hein, bon, voilà. Mais il peut aller un peu n'importe où. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas ce problème géographique, alors que moi, si avec le travail que j'avais aux États-Unis, je devais rester aux États-Unis. Si j'avais continué, si j'avais pu, si mon contrat s'était pas terminé, c'était États-Unis ou rien. Pour des problèmes de droit, de loi et de... Mais c'est souvent aussi des protections de données, etc. Enfin, des protections, oui, des protections et même par rapport à protection sociale ou même par rapport à ton salaire. Mais non, on n'a pas de zone géographique imposée. Donc on est libre. Et donc là, vous avez quitté Lisbonne pour Porto. Quelle est la raison de ce choix? C'était juste pour découvrir une nouvelle ville ou non? C'était parce qu'on trouvait Lisbonne est très beau, mais c'était un peu trop urbain. Notre goût, on a en manque de grands espaces après les États-Unis. Bon c'est pas la même taille, hein, c'est l'Europe. Du coup les villes sont plus denses, avec des rues plus étroites, et donc on avait envie de se retrouver un peu plus dans la nature plus facilement en fait, parce que c'est très très dense Lisbonne. Voilà, donc on découvre petit à petit. Ça fait que 6 mois et c'est une région un peu humide en automne, donc on a fait quelques randonnées, mais pas énormes. Et puis on découvre petit à petit la ville de Porto, qui est près de la mer et du Douro. Donc ça c'est chouette, la nature est pas loin. Et il y a les montagnes aussi qui sont pas très loin. Donc voilà, c'était pour explorer une autre région, car là on est vraiment au nord du Portugal par rapport à Lisbonne. Est-ce que tu as une idée de quelles vont être vos prochaines destinations? Si tu devais quitter Porto demain pour aller dans une autre ville, est-ce qu'il y a une ville qui t'attire en particulier? Moi, j'aimerais bien Londres, un peu.
retourner à Londres. Avec ce Brexit, ça complique les choses. Tu vas pouvoir rester Ça que 3 mois. complique ouais. Non, des demandes de visa, ça c'est plus très bon. Mais ouais, un pays plus anglophone, je dirais pas non. Après, tu peux toujours rester 3 mois. Tu vas 3 mois l'été quand il fait beau parce que l'hiver, tu vas pas kiffer, je pense. C'est vrai. Mais ça, ou même rebouger dans un autre pays en Europe, pourquoi pas. On n'est pas arrêté en fait pour l'instant, mais ouais, en Europe, pourquoi pas. Ou même des fois, on se dit pourquoi pas retourner aux États-Unis d'ici quelques années. C'est drôle parce que j'allais te poser cette question justement. Est-ce que les États-Unis te manquent un petit peu? Oui. Il y avait un côté, petit à petit, tu prends des codes, tu comprends de mieux en mieux les codes d'un pays. Et à niveau langue, j'avais pas cette rupture en fait. Le portugais, je l'apprends, mais c'est quand même compliqué. Je parle espagnol un peu, mais c'est pas la même langue. Donc il y a un peu une barrière de la langue que je vis, que je n'avais pas vécu à ce point-là quand on est arrivé en Californie. Par rapport à la barrière de la langue, mais également au fait que tu disais un peu plus tôt que avoir une structure, des horaires, des collègues, est-ce que tu as déjà essayé de faire un peu de volontariat pour justement être en contact avec des gens, mais aussi t'aider au niveau de la barrière de la langue? Alors, volontariat, non, parce que je suis vraiment pas bonne en portugais. Hein. J'ai vraiment un faible niveau. C'est comme ça qu'on devient bonne, Tiffaine. Oui, je sais bien. Mais en fait, j'ai que 3 après-midi par semaine sans ma fille. C'est pas mal déjà, 3. Bah, je te demande pas d'aller faire 3 après-midi en volontariat, mais tu sais, des fois, tu donnes 1 heure de ton temps par semaine, c'est déjà bien en fait. Non, j'ai pas cherché, pour être honnête. Parce que moi, je trouve que c'est une belle façon pour justement... Enfin, je sais qu'on a tout ce sentiment au fond de vouloir se sentir utile. Donc, même si tu es déjà très utile dans ce monde puisque tu élèves ta petite fille et tu es toi-même. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, de juste être en contact avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas, je trouve que ça nous fait faire des rencontres, des nouvelles rencontres. Ça nous fait... tu vois, donc je pense que ça pourrait être intéressant. C'est vrai aussi. Pour être honnête, j'ai pas cherché en fait de faire de volontariat et faudrait peut-être que je me lance là-dedans. Je sais pas si c'est quelque chose qui est très développé ici. Je me suis pas renseignée. Je vois que en tout cas les meet-up et tout ça, il y en a beaucoup moins au Portugal. C'est pas quelque chose. Il y en a, mais pas autant, par exemple, que lorsqu'on était en Californie. Donc, je me suis pas penchée sur la question. Et pour être honnête, je suis un peu bloquée avec la langue pour le moment. Donc, Ouais, mais la langue, c'est toujours ce qui est un petit blocage. Mais juste pour en finir avec le volontariat, c'est aussi que moi, quand j'en faisais au Canada, c'était vraiment du ponctuel. Hein. C'était pas quelque chose où j'avais signé dans un organisme et où j'étais... Enfin, je sais même pas en français, committed. Enfin, tu vois, j'étais obligée d'y aller toutes les semaines ou tous les mois. C'était, non, tiens, là, ce dimanche, ils vont servir des soupes aux sans-abri. Ben, pouf, ce dimanche, je vais signer mon nom et je vais aller servir des soupes. Donc, tu vois, c'était vraiment des moments ponctuels qui m'engageaient pas sur une année ou sur une longue durée. Donc, voilà, juste pour faire un petit point là-dessus. c'est intéressant. Bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cette conversation. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu aborder ou peut-être un petit message que tu aimerais passer à Marion ou à toutes ces femmes qui ont choisi ce mode de nomade, mais aussi de consacrer une grosse partie de leur énergie pour élever leurs enfants? Je crois ce que j'ai envie de leur dire, c'est faut passer au-delà du jugement des autres et de suivre en fait ce qu'on a envie de faire pour vraiment en profiter à fond parce que s'il y a une petite voix qui revient tout le temps avec j'ai eu cette réflexion là, bah ça gâche en fait l'expérience et en fait de croire en ce qu'on a envie et d'y aller à fond en fait parce que bon, les personnes qui jugent elles vivent pas cette expérience là et peut-être qu'en fait elles aimeraient bien avoir la même chose. Parfois je me dis ça, juger c'est peut-être parce que ce qu'on a ça nous plaît pas. Donc, ne pas écouter les jugements, ne pas écouter le négatif et bah, juste de mettre en valeur son choix et ouais, de mettre en valeur ce qu'on est en train de faire et d'être OK avec cette décision. En fait, si on est vraiment sûr de soi, bah, d'être en accord avec soi-même jusqu'au bout et de ne pas écouter les autres. Et puis, si c'est vraiment négatif, bon, bah, c'est que la personne qui vous parle en face n'a pas des bonnes pensées pour vous, en fait. Donc, à quoi bon continuer? C'est justement ce que je m'étais mis comme petite note, où je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que si on a de plus en plus de personnes autour de nous qui questionnent nos choix, qui sont constamment, pas forcément dans leur... Parce que questionner et être curieux, c'est une chose. Ça, j'ai rien contre ça. Mais qui commencent à faire des réflexions qui peuvent nous déstabiliser ou nous faire nous sentir un petit peu, nous donner un petit coup de blues. Alors, il va falloir prendre un peu de distance avec ces personnes pendant un petit moment, peut-être les appeler un petit peu moins régulièrement
ou leur dire tout simplement, écoute, pour l'instant, j'ai pas l'énergie à me justifier, donc, mais dire les choses ouvertement parce que je trouve que c'est dommage de prendre sur soi et tu vois, de tout prendre parce qu'on se dit, ouais, mais c'est parce que moi, j'ai fait un choix de vie différemment. On s'en fout, c'est ta vie, vis ta vie et on s'en fout si les gens, ils comprennent ou ils comprennent pas, en fait. Mais ne te laisse pas déstabiliser par rapport à ça parce que ce qui est important, c'est que tu vives de tes choix, que tu profites de ta liberté et mets en avant ce que tu offres à tes enfants. C'est ça. Et pas de devoir se justifier tout le temps, d'être aligné avec ses choix et d'en profiter en fait. Si aujourd'hui tu pouvais passer un petit message à Tiffen justement qui avait 32 ans et qui s'apprêtait à tout quitter, à tout abandonner, on va dire, pour aller en Californie, qu'est-ce que tu lui dirais comme message ? Regarde pas trop derrière le passé, t'as ton expérience, mais vas-y, fonce, ça va être bien. Ça va être très bien. Tu vas faire plein de découvertes. Voilà. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous donner ta citation ou chanson préférée ? Alors j'ai une citation, c'est « Rester, c'est exister, voyager, c'est vivre » de Gustave Nado. Absolument magnifique pour conclure cet épisode. T'avais peur que quelqu'un d'autre l'avait déjà dit. Eh bien, je te dis que non. En 98 épisodes, tu es la première à me dire cette citation. Donc, merci à toi. Et voilà, j'espère que pour toutes les mamans, futures mamans, ou même peut-être pas les mamans qui nous ont quand même écoutés, j'espère que ce témoignage vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça aide grandement à la visibilité du podcast. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, ça serait très apprécié. Merci Tiffen. Merci à toi Kelly. Et puis j'espère qu'un jour, nous aussi, on aura l'opportunité de se croiser. Là, j'essaye avec Charlotte, j'ai dit 2023, il faut qu'on essaye de se croiser quelque part. Et si un rendez-vous des nomades. C'est ça, rendez-vous des nomades. Je peux venir squatter votre canapé pendant quelques jours. Et puis on a même un lit, si tu veux. C'est ça. Et si un jour je passe par l'Europe, j'espère que toi et moi, on aura également l'opportunité de se croiser. Belle fin de journée à toi. Merci de m'avoir accordé de ton temps. Merci, bye. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!